بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. معالي الرشيد طلبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، معالي المستشار والوزير محمد القباج، رئيس مجلس إدارة الجامعة الأورو متوسطية، أخي وصديقي رئيس الجامعة الأورو متوسطية الأستاذ مصطفى بوسمينة، السيدة الوزيرة المحترمة الأستاذة أمينة بن خضراء، السادة المستشارون، السادة الأساتذة، بنات أبناء الطلبة، الحضور الكريم. قبل كل شيء أريدكم أن تصفقوا على السي رشيد طلبي العلمي الذي فتح لنا مجلس النواب. فكنت قد أتيت لرؤيته أنا والأستاذ مصطفى بوسمينة والسي إدريس سنتيسي لعرض حديث لقائنا هذا، وشاءت الأقدار والألطاف الربانية أن هذا سيوازن وسيوازي اجتماع رؤساء برلمانات العالم واجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وانطلقنا من مبدأ بسيط أن الفضاء المتوسطي والقارة الأفريقية أبرز الفاعلين فيها الآن ومستقبلهم الشباب، فأرادت الجامعة الأورو متوسطية ممثلة في أزيد من 30 دولة إعطاء الكلمة لصفوة من الشباب القادمين من أزيد من 30 دولة إفريقية ومتوسطية ليناقشوا طيلة اليوم مواضيع شتى تهم مستقبل المنطقة ومستقبل إفريقيا والفضاء المتوسطي، وإبراز الاستثناء المغربي وما تقوم به المملكة المغربية تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إحداث نقلة تاريخية لقارتنا وللفضاء المتوسطي في إطار شراكات ندية، في إطار رابح رابح، وانطلاقا مما تزخر به المملكة من عوامل حضارية وعوامل استراتيجية وعوامل سياسية وعوامل ثقافية وعوامل دينية وعوامل جيوستراتيجية تمكنها من لعب هذا الدور الأساس. ولعل هذا كنه كل المحاور التي سيتناولها الخاص والعام من المشاركين في هذا اللقاء. خبرت بأن الوقت عندنا في هذه الجلسة الافتتاحية ساعة لا يجب أن نتعداها، ونحن في مجلس النواب وفي قبة برلمانية يجب أن نكون وأن تكونوا قدوة وأن نكون جميعا قدوة لإفعال وإعمال قواعد احترام الوقت. وسنستهل هذه الجلسة الافتتاحية بun mot qui sera prononcé par son Excellence Rachid Talbi Al-Alemi. Comme vous le savez, il est le président de la Chambre des représentants, il est aussi le président de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, qui réunit les parlements de l'Union pour la Méditerranée. Vous savez, l'Union pour la Méditerranée a été créée en 2010 suite à une initiative européenne, et le Maroc est un acteur influent dans cette instance, et la preuve, la réussite de l'université Euromède de Fès, qui est devenue aujourd'hui une véritable enceinte non seulement africaine, méditerranéenne, mais internationale de réflexion et de maturité d'idées. Sdi Rachid Talbi Al-Alemi, comme vous le savez, a suivi ses études à l'université Mohammed V de Rabat et avait décroché un doctorat en gestion et finance à l'université de New York aux États-Unis d'Amérique. Et comme vous le savez tous, il a occupé des fonctions très sublimes. Il était ministre de la jeunesse et des sports, donc il connaît bien la thématique de la jeunesse, puisqu'il était ministre de la jeunesse et des sports d'avril 2017 à octobre 2019. Il était président de la Chambre des représentants d'avril 2014 à octobre 2016. Et il a été élu le 2 novembre 2014 président du Parlement panafricain. Il a également occupé le poste du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Affaires économiques et générales de juin 2004 à octobre 2007, ainsi que le poste de ministre du Commerce, de l'Industrie et des Télécommunications de juin 2002 à juin 2004. Il est d'origine de Tétouan, si ma mémoire est bonne, et c'est la raison pour laquelle, comme tous les bons esprits de ce pays,
Il a participé aux affaires publiques et locales de cette ville et de la région. C'est Rachid Talbi Al-Alami a été élu président de la commune urbaine de Tétouan en 2003. Il a également été élu président du conseil de la région de Tanger-Tétouan en septembre 2009 pour être... Alors, c'est pas la peine de lire tout ça, mais surtout pour les jeunes, de voir comment parfois, à partir du monde universitaire, on peut grimper les échelons comme un météore si on est vraiment auréolé par les principes du patriotisme et de l'amour du pays. Rachid Talbi Al-Alami, à vous la parole. C'est bon. Merci, c'est Abdelhak. J'aurais souhaité faire mon discours en français, mais l'obligation m'oblige à le faire en arabe. Vous avez la traduction, toutes langues, différentes langues. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. السيد رئيس الجامعة الأورو المتوسطية بفاس، أعزائي طلاب هذه الجامعة الدولية، السادة أساتذة وأطر هذه الجامعة، الحضور الكريم، أود في هذه اللحظة التي تكتسي طابعا رمزيا وحضاريا وعلميا أن أرحب بكم في فضاء مجلس النواب بالرباط، وذلك في سياق لقاء القمة الثامنة بين رؤساء البرلمانات والدورة 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واللذين يستضيفهما مجلس النواب. ولعلكم تدركون تفاصيل هذا الحدث البرلماني وقيمته النوعية ورهاناتنا الجماعية حول انعقاد هذه القمة بكل مكوناتها وحول مخرجاتها التي نعرف مسبقا أهميتها بالنسبة لعملنا وعلاقاتنا المتوسطية والأورو متوسطية والأفرو متوسطية. كما ندرك أن هذا الإطار البرلماني لا يقف فحسب عند وظائفه السياسية والدبلوماسية، بل يكتسي أبعادا حضارية وإنسانية عميقة. ويسعدني أن أرحب بكم جميعا وأن أحيي مشاركتكم الفعلية في هذا الحدث الأورو متوسطي الكبير. أنتم الطالبات والطلاب الذين تنتمون إلى أكثر من 30 بلدا إفريقيا ومتوسطيا، وتتابعون دراساتكم العليا في الجامعة الأورو متوسطية بفاس، وذلك بمساهمتكم في بعض اهتمامات وموضوعات المؤتمر. والأهم أيضا أنكم ستقتسمون معنا ومع الجميع إعلان الشباب، إعلان الصداقة والأخوة، إعلان السلام والمحبة، إعلان المستقبل الذي سيتوج لقاءكم اليوم. ويقتضي المقام أن أنوه بجهود جامعتكم ورئيسها الأستاذ مصطفى بوسمينة بمعية فريقه العلمي والبيداغوجي في بلورة رؤية بناءة جعلت من هذه الجامعة الأورو متوسطية منارة حضارية وفكرية وتربوية وعلمية، ومد الجسور بين هويتها الأورو متوسطية وعمقها الإفريقي، حيث أصبحت اليوم مقصدا لعدد من كبار الأساتذة المختصين والباحثين من مختلف الآفاق، وذلك في إطار شراكات دولية متميزة. وما كان هذا الإنجاز ليتحقق لولا هوية الجامعة وهندسة هياكلها وأقطابها، وكذا تخصصاتها المتعددة التي تستقطب الانتباه والاهتمام وتشكل مركز جذب علمي ومعرفي. وهنا أود أن أتوجه بالتحية إلى جميع أعضاء المجلس الإداري للجامعة والمدراء والعمداء والأساتذة والأطر التربوية والإدارية، وأستسمحكم أن أنوه بكرسي تحالف الحضارات ورئيسه الأستاذ عبدالحق عزوزي، هذا الكرسي المساهم في اللقاء الفكري لهذه القمة، والذي تم إنشاؤه كما نعلم بالتعاون مع إطار تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك في إطار المكانة التاريخية والحضارية لمدينة فاس العريقة التي تفخر بأنها تملك أقدم جامعة في التاريخ الإنساني، جامعة القرويين. كما ينبغي أن أنوه بالدور الحضاري والعلمي لمختلف التكوينات الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية التي تحمل على عاتقها أهمية بناء خطاب متوسطي أوروبي إفريقي،
كم نحن في حاجة إليه لتقوية نسيج الشخصية المتوسطية بضفتيها الجنوبية والشمالية وبامتداداتها الإفريقية والعربية. لهذا لا أريد أن يكون حضوركم الطالبات والطلاب حضورا بروتوكوليا في هذا المؤتمر، وإنما يهمني أن أؤكد على البعد الاستراتيجي لحضوركم وإسهام جامعتكم في الأفق الذي اخترناه جميعا وانخرطت فيه المملكة المغربية بوعي وحكمة وعزم وإرادة قوية بقيادة ملك البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يمتلك رؤية جيوسياسية واستراتيجية لمكانة المغرب في الخريطة المتوسطية، وذلك بما يمثله بالنسبة إلينا نحن المغاربة تاريخ المتوسط والحضارة المتوسطية، خصوصا وأن المغرب يتوفر على رأس مال رمزي وازن جعل منه مركز ثقل وبلدا نموذجيا في نظامه واستقراره وتعدده وانفتاحه وتميزه في فضاء المتوسط وفي عمق القارة الإفريقية، ومن حيث دوره في التاريخ كهمزة وصل بين القارتين الأوروبية والإفريقية، ومن حيث عبور التعبيرات الحضارية والرمزية. من هنا لا أستغرب أنكم كجيل جديد تواصلون إغناء تراكم الأجيال السابقة وبناء المستقبل المشترك بين اتجاهات الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والمجتمعات والثقافات، خصوصا ما نتحدث عنه اليوم بقوة من مبادرات مغربية ريادية قوية بينها ربط دول الساحل بالأطلسي، والمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والاستثمار المشترك في البنيات المهيكلة للنمو التي تهم الطاقات وشبكات التواصل والنقل والجسور والمسالك التجارية وغيرها. ختاما أجزل لكم الشكر والتحية والتقدير، وأجدد الترحيب آملا لكم النجاح والتفوق والتألق في سائر أعمالكم وتكوينكم وآفاقكم القادمة إن شاء الله. شكرا لإنصاتكم والسلام عليكم. شكرا السيد الرئيس على هذه الكلمة الافتتاحية الجامعة الشاملة الموجهة المؤطرة المؤكدة لأهم الثوابت التي يقوم عليها هذا اللقاء هذا اليوم. شكرا على تشجيعاتكم لهؤلاء الشباب، وشكرا أيضا لفتح أبواب مجلس النواب مرة أخرى لنا جميعا لمناقشة مواضيع شتى تهم مستقبل القارة الإفريقية ومستقبل الفضاء الأورو متوسطي. وللذكر فإنكم أيضا رئيسا للجمعية العامة لبرلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، وهو عمل ليس بالهين، وكان لي شرف في سنة 2010 أن كرمت بهذه الجمعية، أن أعطوني جائزة الاستحقاق في قلب هذا البرلمان. فاشتغلت أيضا مع هذه الجمعية لسنوات كمفكر وكأكاديمي، كنا نشتغل سويا على مشاريع تهم مستقبل الضفة. وشكرا أيضا على ذكركم لأهم المشاريع التي المغرب الآن هو رائد فيها ورائد في بلورتها وتصورها وتنفيذها، وستتطرق يعني فصول شتى في لقائنا اليوم إلى هذه المواضيع: أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، ولوج دول الساحل إلى الفضاء الأطلسي، وما يتبع ذلك من ميكانيزمات ومأسسة لمؤسسات رائدة، وكل ذلك تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مرة أخرى السيد الرئيس شكرا. الآن أعطي الكلمة لصديقي وأخي أستاذ مصطفى بوسمينة. وأستاذ مصطفى بوسمينة كما تعلمون جميعا هو اختير هذه السنة والسنة الماضية والسنوات التي تلت من أبرز الباحثين العشرة في العالم، وليس من اختيار ولكن اختيار جامعة بريطانية ومؤسسات بريطانية عريقة التي يضرب لها ألف حسبان في مثل هذه التنقيطات. الأستاذ مصطفى بوسمينة قضى حياته ناسكا في محراب العلم، البيولوجيا، الفيزياء، وكان في كندا يملك أكبر مختبر للأبحاث في أمريكا وأمريكا الشمالية. له عدة براءات اختراع، له عدة
مؤلفات، له بروز بارز في الساحة العلمية الدولية، ولي شرف أن أشتغل معه منذ أكثر من عقد في حمل لواء هذه الجامعة. والأستاذ Moustapha Bousmina, comme je l'avais écrit aujourd'hui dans un entretien, il a non seulement réussi en une poignée d'années à transformer un champ parsemé d'herbes sauvages et de cailloux en haut lieu d'apprentissage et de savoir rayonnant au plan méditerranéen africain, ainsi que l'attestent différents systèmes de classement internationaux, l'Euromède, notre université trône sans complexe aujourd'hui à la première, à la deuxième ou à la troisième place en tant qu'université hyper performante en matière d'écologie et de développement durable, de recherche prospective et innovante, d'égalité de genre, d'engagement pour l'excellence. Est-ce un hasard? Monsieur le Président, vous avez la parole. Shukran à l'Oustad Azzouzi. Monsieur le Président de la Chambre des représentants et Président de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, son Excellence Dr Rachid Talbi Alami, Son Excellence Monsieur Mohamed Khabbaj, chancelier de l'Université Euromède de Fès, Madame la Ministre, Son Excellence Dr Amina Ben Khadra, Monsieur le Président de la chaire sur l'Alliance des civilisations de l'UNOAC des Nations Unies, Professeur Abdelhak Azzouzi, honorables parlementaires, Monsieur Driss Sentissi, chers vice-présidents, chers doyens et directeurs, chers collègues, chers étudiants. Je tiens d'abord à exprimer notre gratitude et notre haute appréciation à Monsieur le Président de la Chambre des représentants pour avoir permis aux étudiants de notre université l'accès à ce haut lieu de représentation démocratique du peuple et le symbole du pouvoir législatif de notre pays pour qu'ils puissent échanger et débattre sur les défis, les enjeux de notre grande région euro-méditerranéenne et africaine. À l'issue de ces débats, ils vont formuler leurs visions et leurs aspirations sous forme d'un appel qui va être adressé en session plénière de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée le vendredi prochain. C'est une expérience inédite pour nos étudiants, mais aussi pour la dite Assemblée parlementaire, d'écouter les préoccupations et les propositions de ceux qui vont dessiner, façonner notre destin et notre espace commun qui connaît actuellement moult difficultés dues à une géopolitique fluctuante, à une intervention accrue de puissances étrangères, à une instabilité inquiétante dans de nombreux pays et à un impact négatif des effets du changement climatique. Chers étudiants, vous représentez plus de 30 nationalités, des deux continents africains et européens. Et les débats qui vont animer cette journée et la concrétisation de l'une des missions cardinales de notre université qui lui a été assignée par son fondateur et son président d'honneur, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour promouvoir le dialogue interculturel, l'échange et la coopération entre les deux rives de la Méditerranée, avec un prolongement naturel vers l'Afrique subsaharienne pour l'édification d'un espace commun de paix et de prospérité partagée. C'est la voie choisie par le Maroc qui joue un rôle structurant dans la politique euro-méditerranéenne de voisinage et qui partage honnêtement et sans ostentation son savoir, son savoir-faire et ce qu'il a avec les pays de son continent et qui œuvre pour une intégration économique régionale aussi bien au sein de son continent africain qu'entre les deux continents en étant la force motrice agissante de la politique euro-méditerranéenne de voisinage tout en construisant un État démocratique et de droit solidaire, respectueux des autres et interagissant avec son environnement. Et ceci est inscrit dans sa Constitution, et je cite, « Fidèle à son choix irréversible de construire un État de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d'un État moderne ayant pour fondement les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance.
Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale. Et il œuvre à intensifier les relations de coopération rapprochées et de partenariat avec les pays du voisinage euro-méditerranéen et de consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples des pays d'Afrique, notamment les pays du Sahel et du Sahara. Je ferme la parenthèse. Les exemples sont nombreux et diversifiés, et ceci inclut le combat contre la traite des êtres humains pour l'immigration illégale, le combat contre la radicalisation et le terrorisme, l'investissement positif dans plusieurs pays africains, dans les secteurs bancaires, celui des assurances, pour la construction d'infrastructures routières et portuaires et celle des unités de production d'engrais et de ciment, de développement du secteur agricole, du secteur de l'énergie, comme le projet structurant des gazoducs Nigeria-Maroc qui introduirait un impact économique positif sur les 14 pays africains qui seront connectés à ce pipeline et qui agirait comme levier d'intégration régionale tout en constituant une source d'approvisionnement en énergie pour l'Europe et dont va parler Mme Ben Khadra qui chapeaute ce projet. On peut également citer l'initiative royale pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique tout en mettant à leur disposition l'infrastructure autoroutière, ferroviaire, portuaire et logistique du Maroc pour l'import et l'export de marchandises, ainsi que l'initiative visionnaire royale pour une intégration économique des pays de l'Atlantique en connectant l'Afrique, l'Europe et les pays du continent américain. Et la liste est longue pour n'en citer que la politique salutaire et à saluer en faveur d'intégration des immigrés, notamment africains. Et enfin, la politique de bourse du Royaume dont bénéficient actuellement et annuellement plus de 30 000 étudiants subsahariens. Quel gage et quels meilleurs investissements on pourrait faire que celui qui concerne la jeunesse, qui est le véritable acteur du futur dont vous êtes en train, en ce moment, de dessiner les contours et d'écrire les pages de son scénario. Vous êtes les décideurs de demain et porteurs d'espoir et de valeurs de vivre ensemble, d'inclusion et de co-construction. Et je vous remercie pour votre mobilisation et je souhaite plein succès à vos discussions et débats et nous attendons ardemment vos conclusions. Cela fait un bon moment que notre université voulait organiser ici même, en concertation et en coordination avec les instances de notre Parlement, une rencontre sur les questions qui préoccupent la jeunesse africaine et méditerranéenne, relatives notamment aux grands enjeux auxquels notre région est confrontée. Et je me réjouis de ce concours de circonstances qui fait que cette réunion se tienne dans cette magnifique enceinte et dans ce haut lieu d'exercice de la démocratie en marge de la tenue du sommet des présidents des parlements et de la 17e session des parlementaires de l'Union pour la Méditerranée. Ce qui confère à votre réunion et à vos débats une valeur historique et une portée symbolique toute particulière, car les conclusions de vos débats vont être portées à la connaissance de tous les parlements des 43 pays membres de l'Union pour la Méditerranée. Cela va être consigné dans les archives du Parlement marocain, des parlements de l'Union pour la Méditerranée dans les archives de notre université. J'aimerais enfin présenter au souverain notre profonde gratitude pour la sollicitude royale dont il ne cesse d'entourer notre université et nous lui présentons nos sincères expressions de profond respect, de fidélité, de loyauté. Je vous remercie pour votre attention. شكرا سيدي مصطفى بوسمينة على هذه الكلمة الموجهة الافتتاحية التي جادت وأجادت في الحديث عن الجامعة الأورو متوسطية التي تتشرف بالرئاسة الشرفية لجلالة الملك
وتتشرف أيضا بمجلس إدارة تعج بكبار المسؤولين والمفكرين والجامعيين من المنطقة المتوسطية، ويترأسها سيدي محمد القباج، والكل يعرف سيدي محمد القباج رجل دولة يعلو وما يعلى عليه، وأتشرف بكوني أعرفه منذ عقود وهو بمثابة الأب الروحي لنا. تقلد عدة مناصب: وزير التجهيز، وزير المالية، مستشار لجلالة الملك، وأيضا ساهم كثيرا في البناء الثقافي لمدينة فاس، انطلاقا من جمعية فاس سايس وجمعية روح فاس، وهو الذي مأسس للموسيقى الروحية لمدينة فاس وأدخل مدينة فاس إلى هذه العالمية الثقافية. ورجل دولة مربي لعدة أجيال، وتتلمذ عليه العديد من رجالات الدولة الآن الذين يتقلدون مناصب سامية، وله الشكر الجزيل على كل ما قام به، وأطلب منكم أن تصفقوا له. وتعلمون أن رئيس مجلس إدارة الجامعة ورئيس الجامعة يعينان من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله. C'était Mostafa Bousmina, vraiment vous avez fait un tour bénéfique de notre espace euro-méditerranéen et africain. Et notre université aujourd'hui constitue l'épine dorsale, l'icône même à vénérer de cet ensemble, sur le plan intellectuel, sur le plan académique, sur le plan des formations, sur le plan universitaire. Et on se base sur la référence faite par Sa Majesté le Roi à la vocation de notre université dans le message envoyé aux participants à la 9e édition du Forum de l'UNAOC sur l'Alliance des civilisations tenu à Fès, où il dit de façon solennelle que l'Alliance des civilisations se réunissent à Fès est une occurrence qui va de soi. Le Maroc n'a-t-il pas eu le privilège et l'honneur d'être parmi les membres fondateurs de l'Alliance? Fès n'est-elle pas la capitale spirituelle d'un royaume millénaire? Son université Al-Qarawi ne constitue-t-elle pas le foyer universitaire le plus ancien du monde, le lieu où savants, musulmans, juifs et même un souverain pontife parachevèrent leur savoir? Son université euro-méditerranéenne, disait Sa Majesté le Roi, ne construit-elle pas aujourd'hui un espace de dialogue académique et interculturel entre les deux rives? Fès est ainsi à l'évidence l'incarnation même d'une alliance féconde entre les civilisations, et je ferme la parenthèse. Il est incontestable que ce message royal, le message de Sa Majesté le Roi, nous fait prendre acte du fait que le dialogue des civilisations ne peut être de l'ordre du narratif de circonstance, mais un paradigme à édifier dans et par l'enseignement universitaire. Et c'est la raison d'être aussi de la chère Alliance des civilisations, qui a été créée en partenariat avec l'UNAOC des Nations Unies, avec son Excellence Angel Moratinos et son Excellence le Secrétaire général des Nations Unies, et que j'ai l'honneur de présider, et qui constitue véritablement une enceinte à l'intérieur de l'université qui aspire à assurer l'altérité, la coexistence pacifique et la communauté de sens qui unit tous les peuples. Bien évidemment, je tiens aussi à remercier les collaborateurs de Monsieur le Président, Sayyid الكاتب العام وجنود الخفاء الذين ساهموا في إنجاح هذا الجمع المبارك في هذا اليوم العامر، فلهم منا كل الشكر والتقدير. Maintenant, nous allons donner la parole à Madame la ministre, Madame Amina Ben Khadra, Dr Amina Ben Khadra. Vous savez tous, elle a obtenu un diplôme de génie civil, de secteur minier, puisqu'on a plusieurs futurs ingénieurs qui sont présents ici, de l'École nationale supérieure des mines de Nancy. Je ne vais pas dire la date. Elle a un doctorat d'ingénieur en sciences techniques des minières à Mines ParisTech et un certificat de formation de gestion à l'Université Columbia. Et puis, sa carrière débute en 1982 au Bureau de recherche et de participation minière, BRPM, d'abord en tant que chef de service des études minières à la division études et valorisation du BRPM, puis elle devient chef du département des études minières. Elle est secrétaire d'État dans le gouvernement de 1997-1998. Elle devient directrice du BRPM en 1998 après avoir mis en place une nouvelle stratégie de développement du secteur minier alors qu'elle occupait les fonctions de secrétaire d'État
chargée du développement du secteur minier. Elle est directrice générale de l'Office national de recherche et d'exploitation pétrolière depuis le 20 août 2000. Elle est également la présidente de la Fédération de l'industrie minérale. Elle assure la fusion du BRPM et de l'AREP et met en place l'Office national des hydrocarbures et des mines dont faisait tout à l'heure allusion le président Mostafa Bousmina. Elle est nommée ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement. Là, je peux dire la date de 2007 à 2012. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Chambre des représentants, Monsieur le chancelier de l'Université Euromed à Fès, Monsieur le Président de l'Université le président de l'Université Euromed de Fès, Monsieur le Président de la Chaire des Alliances des Civilisations, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers professeurs et chers étudiants, c'est un réel honneur et un véritable plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et je voudrais à cette occasion féliciter les étudiants de l'Université Euromed d'organiser sous la supervision de la chaire Alliance des Civilisations cette journée d'études au siège du Parlement marocain sur la thématique de l'ouverture transatlantique, la coopération multilatérale et les multiples défis du futur. Je salue à cette occasion la présence parmi nous d'étudiants de plus de 20 pays d'Afrique et d'Europe et leur souhaite la bienvenue dans leur second pays, le Maroc. De par sa position géographique unique entre l'Europe et l'Afrique, le Maroc joue et continuera de jouer un rôle fondamental dans la consolidation de la paix, de la prospérité et du développement dans la région. Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, déploie des politiques d'ouverture, d'intégration et de développement tout azimut, renforçant ses atouts indéniables que l'on peut rappeler brièvement à travers sa stabilité institutionnelle, sa stabilité politique et macroéconomique, sa politique de partenariat active, d'abord avec l'Europe, avec son statut de partenaire avancé auprès de l'Union européenne, l'accord d'association de l'an 2000, renforcé en 2008 et renforcé encore une fois par le récent accord sur le partenariat vert signé entre le Maroc et l'Union européenne dans le cadre du Green Deal. Son partenariat très dynamique et actif avec l'Afrique, le Maroc s'est toujours investi dans le développement du continent africain en nouant des partenariats solides avec ces pays dans divers domaines, notamment l'énergie, l'agriculture, la finance, l'assurance, et son application dans de nombreux projets d'intégration régionale témoigne de son engagement concret en faveur de la prospérité africaine. Enfin, en termes d'interconnexion et d'intégration, le Maroc s'est résolument engagé dans une dynamique d'interconnexion régionale, grâce notamment à des projets d'envergure tels que les liaisons électriques avec l'Espagne, le Portugal et la Mauritanie, ainsi que l'interconnexion gazière via le gazoduc Maghreb-Europe et bientôt avec le gazoduc atlantique africain Nigeria-Maroc. Cette connectivité accrue renforce son rôle de hub énergétique et favorise l'intégration régionale. Le Maroc peut activement contribuer à la construction d'un pont solide entre les deux rives de la Méditerranée, reliant les deux continents, Europe et Afrique, pour relever les défis communs et bâtir un avenir prometteur pour tous. En parlant de l'Afrique, le Maroc s'est engagé depuis toujours dans la promotion du développement durable, de la paix et de la sécurité en Afrique. La coopération Sud-Sud, qui permet de partager nos expériences, nos expertises et nos compétences respectives, est un élément fondamental de la démarche et de la stratégie de Sa Majesté le Roi. Cette démarche a permis la réalisation de nombreux projets de développement, notamment dans les secteurs de la santé, de l'énergie, de l'agriculture, de l'habitat, de la banque et de l'assurance. Et le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, s'est résolument engagé sur la voie d'une ouverture transatlantique audacieuse et prometteuse. Cette orientation stratégique, réaffirmée dans les discours récents de Sa Majesté, vise à consolider les liens historiques et économiques qui unissent le Maroc aux pays frères de notre continent. Si l'on se réfère au discours récent de la Marche verte du 6 novembre 2023, qui a défini les orientations stratégiques royales sur l'initiative atlantique de portée africaine, il convient aussi de rappeler que cette volonté de donner une dimension transatlantique au projet stratégique initié par le Maroc remonte à plusieurs années, et notamment en 2017. En effet, le 31 janvier 2017, à l'occasion du discours prononcé par Sa Majesté le Roi au 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, marquant le retour du Maroc à l'Union africaine, ainsi que le 20 août 2017,
à l'occasion du discours de la Révolution du roi et du peuple, il est fait référence, et là je cite Sa Majesté, « Le Maroc a pris l'initiative de créer un cadre institutionnel regroupant les 23 États africains atlantiques en vue de consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée dans la région. » De même que le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, intégrait déjà une dimension africaine-atlantique, considérée comme un levier d'intégration régionale visant à réunir les conditions d'un décollage économique commun, à enclencher une dynamique propice au développement de la bande atlantique. Ainsi, l'ouverture atlantique du Maroc, impulsée par Sa Majesté, porte en elle une ambition panafricaine visant à tisser des liens économiques et culturels plus forts entre le Maroc et l'ensemble du continent africain, avec une attention particulière aux pays enclavés comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. L'ouverture transatlantique du Maroc peut jouer un rôle crucial dans le développement économique de l'Afrique. En effet, elle permettra d'accroître les échanges commerciaux, d'attirer les investissements étrangers, de promouvoir le développement des infrastructures, de promouvoir l'économie bleue et de contribuer à la sécurité et à la stabilité de notre continent. Si on parle de la façade atlantique, elle représente 46% de la population, 55% du PIB du continent et 57% du commerce continental. Avec le long littoral africain revendiqué sur 3500 km par le Maroc, il représente la 4e puissance maritime d'Afrique et se distingue comme un État à fort potentiel maritime. Cette vocation maritime est confirmée en plus par cette carte géographique du Maroc, une jonction maritime avec 6 espaces géopolitiques majeurs, le bassin méditerranéen et l'Europe avec ses 23 États côtiers, l'Afrique et ses 37 États côtiers, l'Amérique latine et ses 10 États côtiers, l'Amérique du Nord et ses 2 grandes puissances maritimes, les États-Unis et le Canada, en plus de l'accès à l'Asie à travers les 6 États riverains de la Méditerranée. Un plateau continental partagé avec 9 pays, l'Espagne, le Portugal, la Mauritanie, le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sierra Leone, et une zone économique explosive mitoyenne de 4 pays, l'Espagne, le Portugal, la Mauritanie et le Cap-Vert. Beaucoup d'efforts ont été entrepris par notre pays pour le développement des infrastructures, et le Maroc est aujourd'hui le 2e pays à l'échelle continentale et le 22e à l'échelle mondiale. Le port de Tanger Med en est la meilleure preuve, et le futur port de Dakhla Atlantique permettra également de dynamiser les provinces du Sud, l'Ouest africain et le Sahel. En termes d'énergie, le Maroc est au cœur de la transition énergétique et de la contribution au développement de notre continent. L'énergie est en effet une question stratégique au cœur de la croissance de tout pays. Les crises successives que connaît le monde révèlent les transformations fondamentales qui s'opèrent tant dans l'économie mondiale que dans les relations internationales et qui appellent une meilleure régulation de la globalisation. C'est dans ce contexte que l'Afrique se positionne comme étant le continent du futur. En effet, l'Afrique est un continent riche par son potentiel humain et sa jeunesse, par ses ressources naturelles, non seulement les mines, les hydrocarbures, les énergies renouvelables, également les terres arables, mais l'Afrique est aussi le continent de grands défis en raison de son faible taux d'électrification. Plus de 600 millions d'habitants n'ont toujours pas accès à l'énergie propre, les faibles rendements agricoles et les taux d'intégration le plus bas. L'émergence de l'Afrique passera par des politiques de développement assurant l'accès à l'énergie, à l'eau, à la sécurité alimentaire, le développement industriel, la lutte contre le changement climatique. Et c'est dans ce contexte particulier que s'inscrit le projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Il a été lancé en 2016, né d'une vision clairvoyante et de la volonté partagée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, de l'ancien président nigérian Mohamed Buhari et réitéré par son Excellence le président Bola Tinubu. Ce projet d'envergure couvre 13 pays de la côte atlantique et 3 pays enclavés. En effet, ce gazoduc longera la côte ouest africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu'au Maroc, et sera connecté au gazoduc Maghreb-Europe pour exporter du gaz vers l'Europe. Cette infrastructure permettra aussi d'alimenter les États enclavés du Niger, du Burkina et du Mali. Ce projet contribuera à l'accélération de l'accès à l'énergie pour tous, à l'amélioration des conditions de vie des populations, à l'intégration des économies de la sous-région et à l'atténuation de la désertification grâce à un approvisionnement en gaz durable et fiable respectant les nouveaux engagements du continent en matière de protection de l'environnement.
Le projet permettra également de donner à l'Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique. Il contribuera également à structurer un marché régional de l'électricité et constituera une source substantielle au service du développement industriel. Ce projet créateur de richesses pour les pays et les populations riveraines permettra de donner une impulsion pour l'émergence de notre continent. Aujourd'hui, les parties se félicitent de l'état d'avancement de ce projet stratégique. Le dimensionnement et les études environnementales et sécuritaires ont favorisé une route à prédominance offshore de plus de 6500 km. Sa capacité maximale est de 30 milliards de mètres cubes par an et permet la mise à disposition de 15 milliards de mètres cubes à l'export pour l'Europe. Et l'investissement total nécessaire est de 25 milliards de dollars. Les études d'avant-projet détaillées sont menées par de grands cabinets internationaux. Le pipeline est conçu également pour être capable de transporter en partie de l'hydrogène vert. La construction est prévue de manière progressive, par phase, autour de différents tronçons, afin de répondre aux contraintes techniques et aux synergies avec les infrastructures existantes. Un tronçon Ghana-Côte d'Ivoire, le deuxième tronçon Sénégal-Mauritanie-Maroc relié à l'Europe, ensuite Nigeria-Ghana et enfin la liaison Côte d'Ivoire-Sénégal. Les études de survey pour le tronçon nord sont achevées. Celles de la partie sud vont démarrer sous peu. Les études d'impact environnemental et social sur l'ensemble des pays traversés vont démarrer sous peu également. Les études de faisabilité et d'ingénierie sont financées directement par l'ONIM et la National Nigeria Petroleum Corporation du Nigeria, avec un prêt de la Banque africaine de la Banque islamique de développement et de l'OPEC Fund. Et les parties collaborent activement aujourd'hui à la mise en place du montage financier et à l'approvisionnement en gaz et à sa commercialisation. Le projet est soutenu par l'ensemble des États traversés. Un accord a été signé avec la CEDEAO, représentant l'ensemble des États. Par ailleurs, des accords ont été signés entre l'ONIM, la NNPC et les différentes compagnies pétrolières des pays concernés. Un accord intergouvernemental, IGA, est en cours de négociation entre l'ensemble des États membres de la CEDEAO, de la Mauritanie et les États sponsors que sont le Maroc et le Nigeria. En termes de gouvernance, l'année 2024 verra la mise en place de la société du projet entre les parties marocaines et nigérianes, qui sera en charge de la levée des financements, de la construction et des opérations sur le gazoduc. Le financement et l'exploitation se feront par Project Finance, avec des fonds propres, ouverts aux investisseurs de quelque nature qu'ils soient, les fonds souverains, les banques de développement, les banques commerciales, les grandes compagnies dans le oil et le gaz. Le gazoduc sera un outil de développement aussi pour les pays enclavés, comme je le disais tout à l'heure, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et le Mali, dont la situation géographique les rend particulièrement vulnérables aux problèmes d'accès aux marchés et aux services. Ce projet apporte des avantages non seulement à l'Afrique, mais aussi à l'Europe, qui bénéficiera d'une diversification des sources d'approvisionnement et d'un environnement régional apaisé. Le développement économique, social et industriel et la création d'emplois dans les pays africains créeront les conditions favorables aux populations et contribueront à réduire l'immigration. Pour finir, la façade atlantique du royaume peut devenir un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international. Le royaume s'est engagé diplomatiquement pour fédérer les pays membres autour d'une vision commune à même de permettre l'exploitation optimale de ses potentialités et de ses richesses et à renforcer son positionnement en tant que groupement régional crédible et fort. Merci de votre attention. شكرا جزيلا السيدة الوزيرة الذي جادت وأجادت في تناول هذا الموضوع، واكتشفت أنا شخصيا بعض المعطيات التي كنت أجهلها، وهذا سيعتبر خريطة طريق للنقاشات التي ستدور اليوم بين الطلبة فيما بينهم وبين المؤطرين، لأن كل مجموعة وضعنا لها عميدا مديرا أستاذا أطرهم منذ أزيد من تقريبا شهر ونصف من العمل الدؤوب، وأخذنا أوراقهم وتناقشنا فيما بينهم وتناقشوا فيما بينهم، وهذا سيعزز القيمة الفكرية، وعندهم أفكار ليست عندنا، لأن هؤلاء ولدوا في بلدان وترعرعوا فيها ويعرفونها عن بكرة أبيها أحسن منا،
وعندهم سترون هذا اليوم أفكار يعني جريئة وأفكار فيها باحة الاجتهاد وباحة الاجتهاد. السيدة الوزيرة كمختص في علم السياسة والعلاقات الدولية، عندما تتطرق الدولة أو الدول إلى مسألة السيادة تتحدث عن السيادة الوطنية في مجال الأمن الغذائي، السيادة الأمنية، السيادة. ولكن المغرب مع هذه المشاريع، الأنبوب، الغاز، نيجيريا، المغرب، ولوج دول الساحل إلى المنطقة الأطلسية، المغرب مأسسة لسيادة جديدة اسمها السيادة الجهوية، وليست هي قائمة على مبادئ الاستعلاء ومبادئ ما تحت الاستعلاء، هي قائمة على مبدأ أصيل الآن في العلاقات الدولية: وين وين، رابح 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 رابح. ولهذا السبب العديد من الدول القوى العظمى لم تعد تفقه هذه المسائل، فبدأت تخسر أوراقها في العديد من أوطان العالم. المغرب الآن يعني كفاعل أساسي و يعني استثنائي في هذا التوجه التنموي الجهوي قائم على مبدأ رابح رابح. إذن على بركة الله الطلبة الآن سيتناولون طيلة هذا اليوم مواضيع شتى، ستكون لهم مناسبة لتناول أزيد من 10 محاور متنوعة، وسيقومون أيضا بإبراز، وهو ما لم نتناوله قبيل قليل، يعني الاستثناء الروحي في المغرب، مكانة إمارة المؤمنين في إفريقيا مثلا، الوسطية والاعتدال القائم في المملكة المغربية والقائم على المذهب المالكي المعتدل والعقيدة الأشعرية التي تجعل العديد من الدول الإفريقية تأتي إلى المغرب لاستزواد الروحي، والمغرب سباق في تكوين الأئمة. وهذه الوسطية الآن هي محل إشادة من جميع دول العالم ومن جميع تقارير دول العالم، وسيتناولها بناتنا وأبناء الطلبة في عدة محاور، وهم الذين يعيشون حسناتها في بلدانهم وفي المغرب. فالتعاون بين المملكة المغربية والدول الإفريقية في إطار مشاريع متنوعة أطلسية إفريقية لا يعد طريقا آمنا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية. فالخطاب الذي كان قد وجهه جلالة الملك في الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المدفرة ركز على أهمية تعاون جنوب جنوب، مبني على قيم كونية، مبني على قيم وأصول لا تحور ولا تبور، أصول قائمة من قبيل التضامن، من قبيل الدعم المتبادل، من قبيل الانفتاح في سبيل تحقيق كل ما تنتظره القارة الإفريقية والفضاء الأورو متوسطي. والمغرب صلة وصل منذ التاريخ، كان دائما صلة وصل بين الشمال والجنوب، كما أن تسهيل كما تفضلت السيدة الوزيرة ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي لا يعتبر ذلك استراتيجية ملكية حكيمة. وكما تفضل السيد الرئيس رشيد طلبي العلمي، هذه السياسة تتوفر على الإمكانيات اللازمة من أجل تحرير القدرات الهائلة لشركاء الساحل، وكذا تسريع النمو والتنمية المستدامة والشاملة لاقتصادات المنطقة. سيدي مصطفى بوسمينة طبعا تعرض إلى تعبئة وإثارة انتباه مختلف الفاعلين والمتخصصين في كل هذه المجالات، ولا غرو أن ذلك سيعزز بمحاور سيتكئ عليها لقاؤنا اليوم من قبيل المغرب وإفريقيا في إطار تحالف الحضارات والتنوع الثقافي، علاقات تعاون وتضامن وأخوة، الانفتاح الأطلسي، نماذج التنمية المستدامة، الفكر النسقي والتحول المناخي، الاقتصاد الدائري المحلي والاندماج الاقتصادي الجهوي، النقل والاستدامة، المعايير، المؤشرات، الابتكار الأخضر الإفريقي، الأخلاقيات الطاقية. سيتم ذلك من خلال جلسات عامة ونقاشات بناءة ستتوج بصياغة عدد من التوصيات التي سيتقدم بها ويتبناها أبناؤنا وبناتنا طلبة الجامعة الأورا المتوسطية بفاس، وهي مجتمعة ستشكل إعلان المستقبل الذي سيقرأ في الجلسة العامة ليوم 16 نوفمبر التي ستجمع رؤساء برلمانات العالم والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
أشكركم الشكر الجزيل على هذا الإصغاء. عندنا هدية رمزية من الجامعة الأولى المتوسطية للسيد الرئيس، وبعد ذلك نأخذ صورة جماعية مع الجميع. سيد الوزير. فين غادي ناخذ الصورة؟ السيد الرئيس يقول لنا فين ناخذ الصورة. Alors on va à la porte principale du Parlement pour prendre une photo collective avec les honorables membres participant à l'ouverture de ce sommet. Et après, vous auriez la chance de visiter la grande salle du Parlement. C'est gratuit, hein?